Hello le réseau et bienvenue dans cette première émission de Time Management, l'émission qui décortique le Human Management. Je m'appelle Michael Jacques, je suis le dirigeant de la société Self-Care Success et je serai votre hôte dans cette série d'émissions qui auront lieu en direct live sur LinkedIn, Facebook, YouTube, où je vous invite à liker, partager, commenter. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et on se retrouve donc tous les vendredis à 12h30 avec un sujet différent pour parler de human management, de management humain, de management bienveillant, du vrai, bon, pur management, pas le bon vieux management de papa, sévère. Voilà. Tout ce qu'on va aborder dans ces chroniques, ce sont des sujets qui vous concernent, qui nous concernent tous en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que manager, en tant que chef de service. C'est comment gérer notre leadership, comment gérer notre façon de manager, de driver nos équipes. Alors, je laisse le temps un petit peu à tout le monde de se connecter. Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si on m'entend bien. Voilà, c'est les aléas du direct. Des fois, il y a des petits soucis techniques. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On va aborder aujourd'hui un sujet, j'ai envie de dire, primordial quand on dirige une équipe, c'est le onboarding, ou comment accueillir efficacement ces nouveaux collaborateurs. J'ai fait un petit sondage sur les réseaux et j'ai eu des réponses, franchement, j'ai eu des perles. J'ai vraiment eu des perles. À savoir comment vous gériez, vous, le onboarding dans vos entreprises, dans vos équipes. Alors, il y avait plusieurs propositions, bien entendu, à savoir, j'en sais rien, j'ai jamais pris l'avion, j'ai eu ce genre de réponse. Moi, je suis manager par leur mère qui se débrouille, c'est le boulot des RH, ou alors je suis papa ou maman poule. J'en ai eu. J'en ai eu. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui, non pas la seule et unique façon, mais on va voir plusieurs solutions, plusieurs possibilités pour effectuer un onboarding de qualité et un onboarding efficace. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le onboarding? Alors, on est tout le monde dans l'entreprise, beaucoup d'anglicisme et tout. C'est simplement comment accueillir, comment faire en sorte que la personne qui arrive, qui vient travailler dans votre équipe, dans votre entreprise, ait toutes les clés en main pour être efficace et travailler le plus rapidement possible. Ce onboarding peut se faire de différentes façons. Il peut se faire soit effectivement par les RH, qui vont à ce moment-là accueillir le nouvel employé, lui faire le tour de l'entreprise, lui donner tous les documents, Ça, j'ai envie de dire, c'est le onboarding classique, notamment dans les grandes entreprises, où avant même de rencontrer son manager, avant même de rencontrer ses collègues, on passe par la case RH, où on va signer le contrat, on va signer tous les documents, confidentialité si nécessaire, toute la paperasse, tout le règlement intérieur de l'entreprise, toutes ces choses-là, toutes les choses un peu fastidieuses, un peu ennuyeuses, mais qui sont malheureusement nécessaires pour le travail en général. Autre solution, un petit peu moins courante, un petit peu plus américaine, c'est des techniques que j'ai moi-même éprouvées quand je travaillais au Luxembourg, quand notamment j'ai travaillé pour Amazon ou pour Google, pour ces grands noms-là. C'est le manager qui accueille le nouvel arrivant. Alors il y a un accueil général de tous les nouveaux, en salle de réunion et tout, et avec une présentation générale de l'entreprise. Et à l'issue, c'est le manager qui va récupérer un petit peu ses petits poussins, j'ai envie de dire, qui va leur faire le tour de la boîte, qui va leur présenter les autres managers, les autres chefs d'équipe, et ensuite son espace de travail, ses collègues, et qui va lui permettre de se sentir à l'aise, de se sentir vraiment en confiance et important pour son équipe. C'est très important, justement, de mettre son collaborateur à l'aise, de le mettre en confiance pour justement générer une adhésion et un sentiment d'appartenance à son équipe et à son entreprise. Alors, si vous avez, vous, des exemples de onboarding bons ou mauvais, je prends et on peut les analyser là en live. C'est aussi tout l'intérêt. N'hésitez pas à commenter. Je rappelle, vous commentez, vous partagez, vous likez
et vous activez la petite cloche si vous êtes sur YouTube. Oui, je sais, je radote. Mais c'est important parce que le maître mot de cette émission, c'est le partage. Tous les tips qu'on va voir au fur et à mesure des chroniques, il va falloir les partager, il va falloir faire en sorte que cette unité de valeur qu'est le human management se développe dans les entreprises pour acquérir un univers professionnel beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. J'en reviens donc à notre sujet du jour, donc le onboarding. Pour mettre dans l'ambiance, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais sapeur-pompier volontaire dans mes jeunes années. J'ai fait plusieurs casernes, hein. Je suis resté plus de 10 ans sapeur-pompier volontaire. Et au gré de mes pérégrinations professionnelles, j'ai dû changer régulièrement de caserne et même certaines fois de département. J'ai eu la chance, je me fais un peu mousser, hein, c'est bien de temps en temps de s'auto-valoriser. J'ai eu la chance dans ma carrière de pompier d'aider 2 mamans à mettre leurs enfants au monde. Donc avec mes enfants, ça fait 4 enfants que j'ai aidé à mettre au monde. L'intérêt de cette anecdote, vous allez vite la comprendre. Dans une de mes premières casernes, une de mes toutes premières interventions quand j'étais jeune sapeur-pompier, c'était justement d'aider le médecin du SMUR à aider une maman justement à mettre son enfant au monde chez elle, parce que trop loin de l'hôpital, parce que on a mis du temps à arriver avec le médecin et tout pour ensuite l'emmener à l'hôpital. Le travail avait commencé, il avait tout fallu faire sur place. C'était une expérience incroyable. C'était, je crois, mon deuxième service, ma deuxième garde après ma formation. Donc c'était au niveau accueil, c'était génial. Quelques années plus tard, j'ai changé de département pour raisons professionnelles. J'ai changé de département et quand je me suis présenté à la caserne de ma commune, c'était une grosse caserne, hein, j'ai toujours servi moi dans des grosses casernes où il y avait des équipes professionnelles et des volontaires. Mon chef de centre m'a dit, écoute, ça fait quelques temps, ça faisait 1 an que j'avais pas porté les bottes, ça fait quelques temps que t'as pas travaillé, donc le temps que tu te remettes à jour, eh ben on va pas mettre tes galons. À l'époque, je venais d'avoir mes galons de caporal-chef, pour ceux à qui ça parle, donc c'est quand même un statut. J'étais considéré comme militaire du rang, mais j'avais un statut, j'étais juste en dessous des sous-officiers. Et donc on va pas mettre ton galon, et tu vas découvrir la caserne comme un bleu. J'ai dit ok, je voyais pas trop l'intérêt de cacher à mes collègues que j'avais déjà de l'expérience, mais soit, c'était le chef, j'obéis religieusement, et donc il me présente comme le bleu. Voilà. À la garde du matin, je vous présente le nouveau. Michael, il va donc prendre le service avec nous, il va partir en 4e départ, ainsi de suite. Et le fait de me présenter comme ça, eh ben, j'ai été accueilli, pas froidement, mais comment dire, j'étais la 5e roue du carrosse. J'étais le bleu, j'étais limite le poids mort qu'il fallait traîner en intervention pour lui expliquer les ficelles du métier. Or, à cette époque-là, j'avais déjà 6 ans de sapeur-pompier derrière moi. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal en termes opérationnels. On part sur un secours à personne, donc je monte dans l'ambulance, je monte derrière dans la cellule, parce que j'avais trois collègues qui étaient déjà à l'avant, et comme j'étais le petit nouveau, on m'a mis derrière, et on arrive sur une intervention où on prend les affaires, on monte, c'était au 12e étage, sans ascenseur, dans une grande barre HLM. Autant dire que quand on est arrivé en haut, on était frais. Et le médecin du SMUR est arrivé quasiment en même temps que nous. Il entre dans la chambre, c'était une jeune maman, c'était son premier enfant. Elle avait perdu les os, mais pas de véhicule, donc le temps que nous on arrive pour l'emmener à l'hôpital et tout, le travail avait commencé également. Et là, l'infirmier du SMUR, sort de la chambre et demande à mon équipage qui a déjà assisté à un accouchement et qui peut nous aider. Et là, mes 3 collègues, que ce soit la chef d'agrès, c'était une féminine, ou les 2 autres, n'en avaient jamais fait. Et la chef d'agrès étant
sous-officier, s'est dit, je vais venir vous aider. J'en ai jamais fait, mais je vais venir vous aider. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai levé la main et j'ai dit, moi, j'ai déjà assisté à un accouchement, donc je peux vous aider, je suis formé pour. Et là, ils sont tous retournés vers moi, avec des gros yeux ronds, des grosses billes, et ils m'ont laissé passer. Je suis allé, j'ai aidé le médecin, j'ai fait les gestes comme je les avais appris. Et une fois que le petit bout est venu au monde, une ravissante petite fille, c'est le genre d'intervention qui marque. On a tout remballé, on a tout nettoyé, on a mis maman et bébé dans l'ambulance. Et sur le trajet, ma supérieure, ma chef d'agré, m'a dit, mais quand est-ce que tu as fait un accouchement? T'es quoi? T'es aide-soignant? T'es infirmier dans le civil? Et je lui ai dit, non, pas du tout. À cette époque-là, j'étais responsable de magasin d'optique. Non, mais je lui dis, ça fait 6 ans que je suis sapeur-pompier volontaire et je suis caporal-chef. Et je lui explique donc que le capitaine m'avait demandé de ne pas parler de mes galons et tout ça. Et là, elle me dit, et là, du tout au tout, son attitude a changé. Parce qu'elle avait plus affaire à un bleu, mais elle avait affaire à un collègue formé et éprouvé, quoi. Et le reste de la journée, du coup, quand on est revenu à la caserne, le reste de la journée s'est beaucoup mieux passé parce qu'en arrivant à la caserne, elle m'a présenté comme le caporal-chef Jacques et expliqué l'intervention et tout ça. Enfin, je passe les détails, je m'attarde un petit peu, mais c'est important pour moi de vous parler de cette anecdote parce qu'en fait, le humderding de mon capitaine était pourri. Je ne peux pas vous dire mieux, c'était pourri. Pourri dans le sens où, plutôt que de me mettre à l'aise, de me valoriser en me présentant avec mes compétences acquises et en expliquant que je partirais comme un bleu le temps que ma formation soit de nouveau à jour, mais que j'avais l'expérience, que j'avais tant d'années de pompier derrière moi, que j'étais caporal-chef, il m'a présenté simplement comme un bleu. Le tort de mes chefs, c'est de ne pas avoir voulu communiquer avec moi. Pour eux, le onboarding, la présentation, le dossier, tout avait été fait au niveau de l'administration et de l'état-major. Donc eux, ils avaient juste à accueillir un bleu. Mais l'accueil du bleu, c'est fait comme ça se fait souvent dans les corps disciplinaires. On a mis un peu le bleu de nouveau, on lui a filé toutes les tâches ingrates, tout ça, sans chercher à le connaître, sans chercher à savoir. Et à partir du moment où j'ai prouvé mes compétences, où j'ai expliqué mon passé, ma formation et autres, ça s'est beaucoup mieux passé. Et j'ai trouvé franchement dommageable que ça n'ait pas été fait justement en amont. Chose que par contre j'ai connue quand je suis arrivé par exemple chez Amazon. Chez Amazon, donc j'ai eu le onboarding, j'ai été mélangé à tous les autres nouveaux. On a eu cette grosse réunion, ce big board qui nous parlait de tout ce qui était Amazon, de tout ce qui faisait les fondements d'Amazon, tout l'esprit qualitatif, tout l'esprit communautaire. Et après, on était accueillis par nos managers. Et nos managers nous prenaient en main, nous posaient des questions, apprenaient à nous connaître. On faisait un tour de table avec les autres nouveaux de l'équipe. Une fois que c'était fait, on avait une autre réunion avec l'ensemble de l'équipe pour se présenter, pour que eux se présentent, qu'on se connaisse, qu'on parle un petit peu tout ça. Pas refaire nos CV, mais au moins dégrossir la connaissance. Et pour moi, c'était génial. Parce qu'au bout d'une journée, j'étais intégré, pour moi, j'avais les valeurs Amazon. Ce que je n'avais pas ressenti dans la caserne, alors que pourtant on parle de la fraternité, de l'esprit de corps, des corps disciplinaires comme les pompiers, l'armée ou autres. C'est quelque chose que j'ai aussi ressenti quand j'étais militaire ou quand même plus tard quand j'ai fait des missions de réserve. J'étais pas forcément super bien accueilli parce que les gens considéraient que l'état-major avait fait son taf et savait où il me plaçait et pourquoi il me plaçait là. Et que je sois en position de subalterne ou en position de supérieur, les mecs s'intéressaient pas à moi puisque pour eux, l'état-major avait fait le taf déjà. J'ai bossé dans d'autres boîtes comme le groupe Securitas ou autre. Quand je suis arrivé dans les équipes, personne n'a cherché à savoir qui j'étais. Tout le monde savait que j'étais agent de sécurité simplement parce que les RH avaient fait le taf de placer un nouvel agent de sécurité. Mais personne n'a cherché à savoir d'où je venais avant, ce que j'avais fait, quel était mon passé, qui j'étais. Là où je veux en venir,
parce que je parle. Mais toutes ces anecdotes, toutes ces digressions, en fait, ont un but précis. Ce but, c'est de vous faire toucher du doigt que quand un nouveau arrive, eh bien, vous, manager, vous, directeur de service, vous, chef d'entreprise, parce que des fois, ça passe aussi par le chef d'entreprise quand c'est une petite structure, eh bien, il est important que vous vous impliquiez dans l'accueil des nouveaux. Il est important que vous vous impliquiez dans ce onboarding parce que vous êtes la première figure d'autorité qu'ils vont rencontrer. Vous êtes leur... Considérez-vous comme un père de famille. Quand votre petit dernier arrive, quand le petit bout de chou vient au monde, c'est vous qui l'accueillez. Il est placé dans les bras de sa maman, mais il est aussi placé dans les bras de son papa. Vous lui faites un câlin. Vous l'accueillez, vous lui parlez, vous le rassurez. Alors, je ne vous dis pas de prendre les nouveaux dans vos bras, de leur faire un gros hug. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'accueil d'un nouveau dans votre entreprise doit se faire comme l'accueil d'un membre de votre famille. Quand votre fille ou votre fils ramène son petit copain ou sa petite copine la première fois à la maison, vous lui posez des questions, vous essayez de la connaître, vous voulez savoir ce qui a plu à votre enfant. Par contre, ce que vous ne faites pas forcément justement en entreprise. Si vous avez des questions, si vous avez vous aussi des anecdotes, n'hésitez pas à partager. Hein. Je suis là, je suis friand de connaître. Si vous êtes là en live, faites-moi signe. Si vous êtes là en replay, dites-le moi sous les commentaires. Hein. Mettez-moi que vous êtes en replay et que voilà, je répondrai à vos questions avec le plus grand plaisir. Voilà, je regarde un petit peu la technique, je regarde un petit peu les commentaires en même temps. Salut à tous. Ouais. C'est un petit peu compliqué pour moi de vous parler de ça. C'est mon premier live, hein. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Mais par contre, c'est super important pour moi d'échanger avec vous sur ce sujet, d'échanger avec vous au sujet de l'accueil, parce que c'est la première chose, c'est pour moi la première chose qu'on devrait apprendre justement quand on est manager, c'est comment accueillir. Je vous parlais d'accueillir les gens comme vos enfants. Alors, ça parle pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas parent, mais tout le monde a eu l'opportunité d'accueillir quelqu'un de nouveau dans sa famille. Un cousin, un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur. Voilà, c'est fondamental d'apprendre à connaître les gens. Alors dans les tips que je peux vous donner, vous en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que directeur de service, c'est de préparer ce onboarding, soit vous-même de votre côté, vous pouvez faire un petit dossier, soit papier, soit informatique, vous faites une petite présentation vite fait sous PowerPoint, que vous envoyez par mail à votre nouvel arrivant et vous le décortiquez avec lui. Vous prenez du temps à votre bureau, vous faites la réunion d'équipe comme j'en ai parlé avant. Vous pouvez la préparer avec les RH pour ne pas faire doublon. Mais préparez quelque chose. Faites en sorte que quand la personne arrive, elle se sente considérée. C'est super important. Autre sujet dans le onboarding, c'est que vous devez apprendre à connaître la personne. Pour la connaître, eh bien, vous avez effectivement le CV que va vous passer le service RH, mais c'est pas tout. Ça fait pas tout le CV. Tout n'est pas inscrit dessus. Il n'y aura pas sa couleur préférée, il n'y aura pas le type de film qu'il aime bien, il n'y aura pas, je sais pas, des informations plus personnelles. Et ces informations, ce sera à vous d'aller les découvrir. Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi j'ai besoin de savoir quelle est sa couleur préférée? Pourquoi j'ai besoin de savoir quel est son type de film préféré? Et bien tout simplement parce que ça va vous permettre de le connaître. Ça va vous permettre de l'accueillir.
Vous avez, je prends un exemple bateau, hein. Vous avez dans votre service un nouveau qui arrive pour faire de la saisie, simplement de la saisie Excel. Sur son CV, il y a marqué que c'est un pro de Excel, que c'est un super assistant, un super assistant administratif et tout. Par contre, ce qui n'est pas forcément marqué derrière, c'est que le gars, bah, il est capitaine de son équipe de foot ou de son équipe de basket. Peut-être qu'il fait du jeu de rôle à côté. Peut-être que c'est un passionné de vieux films. Peut-être qu'il fait du paintball. Peut-être qu'il fait des trucs comme ça qui ne sont pas forcément sur son CV, mais qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans votre équipe. Alors vous me direz quelle est la valeur ajoutée du mec qui fait du paintball. Et ben le mec qui fait du paintball, il va pouvoir vous organiser des événements d'équipe. Et il va pouvoir mettre en place un team building avec vous. Le gars qui aime les vieux films, il va pouvoir organiser, pareil, hein, une projection chez lui ou même dans l'entreprise, une soirée pour l'équipe, une soirée de projection. S'il est capitaine de son équipe de foot, et ben, il va pouvoir prendre le lead sur des projets, il va pouvoir vous seconder, il va pouvoir prendre des tâches supplémentaires. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans le CV et que si vous ne lui posez pas de questions, ben, vous ne pouvez pas le deviner. L'autre avantage de connaître les personnes, c'est de pouvoir mieux les présenter aussi. Juste pas donner le prénom comme c'est indiqué sur le CV en l'écorchant et tout. Non, le recevoir, c'est le faire se présenter. Surtout si vous avez un collaborateur qui vient, je sais pas, des pays de l'Est ou d'un pays asiatique et tout, avec un nom qui pour nous occidentaux est un peu compliqué à prononcer, ou qui vient d'un pays anglo-saxon et qui pareil a un nom de famille ou un prénom un petit peu différent des types de prononciation que nous on pourrait avoir dans nos pays francophones, et ben c'est bien d'apprendre son prénom avec lui avant de le présenter à l'équipe. Éviter de l'écorcher et de créer un malaise. C'est des petits tips comme ça, c'est des petites idées. Si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part, à l'ensemble du réseau. Dernière chose que je voulais aborder avec vous, et après je vais voir s'il y a des commentaires, s'il y a des interactions, c'est que pour bien accueillir les gens, pour bien apprendre à les connaître, à les comprendre et à travailler avec eux, il faut d'abord se connaître soi-même. Une phrase que j'aime beaucoup, que je ressors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, que je ressors très 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 souvent, c'est une phrase qui est inscrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le domaine des dieux ». Sous-entendu, si tu connais ton être intérieur, si tu connais tes soft skills, si tu connais ta façon de réagir, si tu connais ce qui te fait vibrer, mais si tu le connais parfaitement, tu seras en capacité d'accueillir les émotions, les réactions, les connaissances des gens avec qui tu interagis, que ce soit dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel. Pour bien se connaître, il y a différentes techniques, il y a différents outils. Certaines entreprises utilisent le DISC, d'autres utilisent le MBTI. Ce sont des actions ou encore même l'énéagramme. C'est un petit peu l'outil à la mode en ce moment. Ce sont des super outils. Je ne vais pas les dénigrer du tout, ce sont des super outils. J'ai travaillé notamment avec le DISC, qui est un très très bon outil de connaissance de soi et de mise en valeur des performances. La seule chose qui me dérange avec ces outils-là, c'est la notion de questionnaire. À partir du moment où il y a un questionnaire, pour moi, c'est quelque chose qui est grugeable, où les gens vont inscrire ce qui pensent être utile pour le recruteur, mais pas ce qui est eux personnellement. Nous, chez Selfcare Success, on utilise un outil qui s'appelle le Flash, où je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est un outil de connaissance de soi qui se base sur 4 éléments
infalsifiable. Il nous suffit d'avoir votre nom de naissance, votre prénom, votre jour et votre mois de naissance. C'est tout. On rentre ça dans l'algorithme et une fraction de seconde plus tard, on a un tableau complet de votre personnalité, de vos soft skills, c'est-à-dire de vos facultés, de vos connaissances, de vos super pouvoirs innés. Alors ça paraît un peu perché comme ça quand je parle de super pouvoirs, mais c'est vrai en fait. Chacun a un domaine de compétences qui lui est inné, pour qui c'est facile, mais qui n'est pas forcément exploité parce que est méconnu. J'en veux moi par exemple, quand j'ai fait le flash, ce qui est ressorti, c'était la faculté que j'avais à rassembler autour de moi. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper facile, mais c'était quelque chose qui était tellement inné, qui était tellement évident qu'en fait, j'y faisais pas attention. Quand j'étais au lycée, quand j'étais chez les scouts, quand j'étais à l'armée, j'avais toujours un noyau autour de moi. J'attirais. J'étais pas le pitre, mais j'étais le mec sympa à qui on faisait confiance rapidement, à qui on venait parler, à qui on venait se confier et tout ça. Et pour moi, c'était normal. Je ne voyais pas de compétences particulières. Voilà, c'était normal. J'aimais écouter, j'aimais aller vers les gens, j'aimais aller boire un coup, j'aimais faire la fête, j'aimais rassembler, j'aimais, et j'aime toujours ça, avoir des gens autour de moi. Après avoir fait ce flash, ça a mis ça en avant, ça a mis ça en exergue, et ça m'a permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre, et de mieux utiliser ces compétences. Alors, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, mais de mieux utiliser ces compétences dans mon boulot et dans ma vie perso. Dans mon boulot, parce que du coup, ça me permet d'animer des émissions comme ça me permet d'animer des séminaires, ça me permet de rassembler les gens autour de valeurs communes. Et dans ma vie perso, parce que ça m'a permis de valoriser avec mes amis, ça m'a permis de valoriser avec ma famille, tout simplement parce que j'avais conscience de ce magnétisme en fait que je pouvais avoir. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler en aparté. Vous me contactez en MP, on prend rendez-vous et on en parle. Mais pour moi, donc j'en reviens à ce sujet principal, pour bien accueillir les gens, pour bien les comprendre, pour bien les connaître, il faut déjà bien se connaître soi-même. Voilà. Ce sera donc pour moi le mot de la fin. J'espère que j'ai pas été trop brouillon avec vous. C'était le premier live. J'avais beaucoup de choses que je voulais aborder, mais je voulais pas que l'émission dure 2 heures. Je voulais vraiment me caler sur ce format de 30-40 minutes. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres tips, n'hésitez pas à me contacter en MP, que ce soit sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn, ou sur la page de la société Selka Success, sur mon profil Facebook, ou carrément en commentaire sous la vidéo YouTube. Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la petite cloche de notification sur YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains lives. Et on se retrouve vendredi prochain à 12h30 au même endroit pour parler de Human Management. Et on parlera cette fois d'un sujet très important. Très important au niveau du management. La résolution des conflits. Ça va être un gros sujet aussi qu'il va falloir traiter dans ce laps de temps de 30-40 minutes. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.